Certaines personnes fuient vers les montagnes pour échapper à leur passé. D'autres y demeurent parce que le passé, lui, refuse de les laisser partir. À 62 ans, Teyona Rigg vivait seule. Depuis 3 décennies dans les Bitterroot Mountains, là où l'hiver impose son rythme, où le silence étouffe tout écho du monde, et où chaque jour ressemble à un serment renouvelé envers la solitude. Après une tempête d'une violence rare, elle sortit comme à son habitude pour inspecter le sentier qui traversait la clairière. Ce qu'elle aperçut au loin fit bondir son cœur dans sa poitrine. Dans l'air. Aucun appel de détresse n'avait été signalé. Rien, sinon cette lettre suspendue dans le froid comme un cri silencieux. Intriguée, dérangée même par cette énigme improbable. Teyona suivit la moindre trace, écouta le moindre bruit, scruta le moindre indice dans la neige. Ce qu'elle découvrit ne se limita pas à un inconnu en difficulté. Cela toucha une corde bien plus profonde, un secret qu'elle croyait enseveli à jamais. Quel drame s'était joué sur cette surface glacée? Et pourquoi avait-elle la sensation bouleversante que cette découverte lui était destinée? Comme un message tiré des profondeurs du temps? Sa cabane, perchée à près de 2400 mètres d'altitude, s'était nichée dans un pli de granit et de sapin douglas où le vent ne pouvait l'atteindre. Rocailleux, et la cheminée de pierre, qu'elle avait montée avec patience et acharnement, restait droite et solide, laissant s'échapper des filets de fumée presque délicats lors des matins glacés. Comme celui-ci. Elle s'éveillait toujours avant l'aube. À cette altitude, loin de la moindre source électrique, l'obscurité semblait vivante, presque palpable, comme une présence rassurante. Bitterroot. Ne subsistait qu'un silence absolu, un silence si dense qu'il semblait absorber la pièce entière. Teyona repoussa les couvertures épaisses et posa les pieds sur un tapis qu'elle avait tissé autrefois avec de vieilles chemises de laine. L'air était glacial, elle avait laissé le feu mourir durant la nuit pour économiser le bois, et le thermomètre fixé au mur indiquait à peine 0 degrés. Elle enfila ses couches thermiques, ses chaussettes de laine épaisse et sa chemise de flanelle usée par les années. Chaque geste était précis, sans hésitation 30 ans passés dansés. Montagne lui avait appris à ne jamais gaspiller ni chaleur, ni mouvement. Elle ranima les braises dans le poêle, ajouta des copeaux de pin, et observa les flammes reprendre vie. Pendant que la chaleur gagnait doucement la pièce, elle remplit la bouilloire à partir du bidon de 5 gallons qu'elle gardait près de l'évier et la posa sur la plaque de fonte. L'eau mettrait du temps à bouillir. Souffle de vent ne glisse dans l'air ce matin-là. L'atmosphère était nette, cristalline, presque tranchante, et à l'est, la lumière naissante dessinait une ligne pâle qui annonçait le jour. La neige recouvrait tout, 3 pieds de poudre fraîche, davantage encore dans les zones où le vent l'avait poussé contre l'abri à bois et la citerne de propane. La tempête avait été féroce. Un de ces blizzards tardifs qui, chaque année, rappelaient à ceux qui vivaient ici que la montagne ne pardonne jamais l'imprudence. Teyona traversa la clairière, respirant de petites volutes de vapeur. Elle chargea ses bras de bûches fendues et retourna à la cabane. Elle répéta l'opération 2 fois, empilant soigneusement le bois près du poêle. Cela faisait partie de son rituel immuable. Ramasser du bois, préparer son café, noter les conditions météo, essayer le poste radio. 3 décennies, et rien n'avait vraiment changé. Le café était simple, instantané, noir, brutal comme l'hiver, mais il réchauffait les mains et l'esprit. Elle s'installa près de la fenêtre, son mug entre les doigts, et contempla le spectacle du lever du soleil. En face, la vallée étroite s'étendait jusqu'à la crête opposée, toute drapée d'un manteau neigeux qui, sous les premiers rayons roses, puis dorés, puis aveuglants du jour, prenait des allures d'éternité. C'était le genre de beauté qui, si l'on y prenait garde, pouvait fissurer l'âme. Teyona s'en protégeait. Elle avait cessé, depuis longtemps, de se laisser briser. Une fois la lumière bien installée, elle vérifia ses instruments. Le baromètre montait les signes encourageants. Le ciel resterait clair. Le thermomètre indiquait 19 degrés sous 0. L'anémomètre, installé sur une poutre du toit, affichait une absence totale de vent. Elle nota les chiffres dans son journal, un carnet de cuir élimé qu'elle remplissait depuis sa première année ici, température, vitesse de vent, hauteur de neige, et de simples remarques. Troupeau d'élan aperçu sur la crête nord, contact radio avec call RAS, fuite du toit réparée. Sa vie, résumée en données et en phrases concises. Le poste radio occupait une étagère. Au-dessus de la table.
Un modèle robuste, à batterie solaire, relié à une antenne suspendue entre deux pins gigantesques. Elle l'alluma, régla la fréquence, et appuya sur le bouton d'émission. Ici station Rig appelant le poste des Rangers de Bitterroot. Cole, tu es là. Du bruit blanc. Elle patienta, reprit. Station Rig à Bitterroot rangée. Vérification après la tempête. Terminé. Encore du silence, du statique, rien d'autre. Une ride d'inquiétude se dessina entre ses sourcils. Peut-être que l'antenne avait gelé. Peut-être que la tour relais dans la vallée avait souffert. Pendant le blizzard. Cela arrivait. Elle était restée sans contact pendant 3 jours, rien d'exceptionnel. Le ranger Cole Brennan savait qu'elle n'était pas du genre à paniquer. Il ne commencerait à s'inquiéter que si elle restait silencieuse une semaine ou plus. Pourtant, cela la dérangeait, le poste radio était son seul lien direct avec le monde extérieur. Elle aimait s'assurer qu'il fonctionnait. Elle mangea debout, par habitude. Un bol de gruau agrémenté de baies séchées et d'une cuillerée du miel qu'elle avait troqué l'été précédent avec un apiculteur de passage. Elle avala rapidement, son esprit déjà tourné vers la journée à venir. La tempête avait certainement arraché des branches, déraciné des arbres, obstrué certains sentiers. Il fallait aussi vérifier la station météo sur la crête nord. Avant tout, elle devait inspecter le sentier principal, celui qui reliait sa cabane à la route coupe-feu située 5000 à l'est. C'était l'une des conditions de son accord avec le service forestier. Elle vivait ici toute l'année, sans payer de loyer, en échange de l'entretien des chemins et de rapports réguliers sur leur état. Une entente qui lui convenait parfaitement, lui donnait un rôle, une utilité, une légitimité. Même si, en vérité, elle n'avait plus besoin d'une excuse pour rester, ces montagnes étaient devenues sa seule patrie. Elle prépara son sac pour la journée, méthodiquement. Une couche supplémentaire. Son kit de feu. Un nécessaire de premier secours. Une couverture de survie. De l'eau. Des barres énergétiques. Une lampe frontale. Son couteau, sa boussole, sa carte pliée 100 fois, son sifflet, et surtout son téléphone satellite, réservé aux urgences les plus graves. Le tout pesait près de 9 kg, un poids qu'elle pouvait porter une journée entière sans faiblir. À 62 ans, elle restait capable de distancer la plupart des randonneurs de 30. Avant de quitter la cabane. Elle fit ce qu'elle faisait toujours, elle se posta au centre de la pièce et la parcourut du regard. Une seule pièce, mais parfaitement organisée. Le lit dans un coin. Une petite table, 2 chaises. Le poêle à bois. Un plan de travail avec une simple bassine et une pompe à main reliée à une source extérieure. Des étagères chargées de livres, de provisions, d'outils. Au mur. Suspendus comme des œuvres d'art, des raquettes, un arc recourbé, des cordes, des outils affûtés. Cet espace n'était pas seulement un refuge, c'était la preuve silencieuse de sa résilience. Elle referma la porte derrière elle, prête à affronter la blancheur glacée. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était que cette journée, commencée comme tant d'autres, allait la ramener à un endroit. Dans un coin de la petite cabine, près de l'arc dont elle se servait parfois pour chasser, quelques photographies sous verre reposaient sur une étagère. Elle les regardait rarement. L'une montrait une version plus jeune d'elle-même, debout à côté d'un homme, tous deux plissant les yeux sous un soleil trop vif. Une autre représentait une petite fille aux longues tresses sombres. Pas plus de 7 ans, affichant un sourire édenté plein de joie. La poussière recouvrait les cadres depuis longtemps. Elle se disait souvent qu'elle devrait les décrocher, les rangers dans une boîte. Les soustraire à la vue et au passé qui le remuait. Mais elle ne le faisait jamais. Teyona ferma la porte de la cabine, non par nécessité où personne ne montait jamais jusque-là mais par habitude. Elle enfila ses raquettes et ressentit immédiatement dans l'air glacial cette clarté particulière qui suit les tempêtes, un silence cristallin, un ciel d'un bleu tranchant, et un soleil qui transformait la neige en un océan étincelant. Elle se dirigea vers la crête nord, suivant un chemin qu'elle avait parcouru 1 millier de fois. La forêt n'émettait pas un son. Hormis le crissement régulier de ses raquettes et, de temps à autre, le craquement sec d'un tronc soumis au froid. La tempête avait lourdement frappé les pins, plusieurs s'étaient courbés sous le poids de la neige, certains s'étaient brisés net, éclatant comme des allumettes géantes.
Elle nota mentalement les endroits où il faudrait revenir avec la tronçonneuse pour dégager le passage. C'était une tâche habituelle, un entretien nécessaire de la montagne qu'elle considérait depuis longtemps comme sa seule voisine, sa seule confidente. Au bout d'une heure, elle atteignit le Laseki. Encore capable d'affronter ce monde rude qu'elle s'était choisi. Le sommet, balayé par le vent, était presque entièrement dépouillé de neige. Elle s'y arrêta, essuyant la buée sur ses lunettes. Et laissa ses yeux embrasser l'horizon. Autour d'elle, les sommets dentelés s'étendaient vers l'ouest comme une armée de géants immobiles. À l'est, la vallée dévalait dans un brouillard bleu pâle. Plus au nord, les reliefs devenaient plus sauvages, plus reculés, un territoire que presque personne ne connaissait, un royaume de solitude parfait. Et là-bas, bien en dessous, elle aperçut le lac. Gelé. Elle savait qu'il existait. Il reposait dans un bassin à 2000 de là, alimenté par la fonte des neiges au printemps et solidement gelé de novembre à mai. Elle ne s'y rendait qu'à de rares. Ce matin-là, lui ordonna de le regarder vraiment. Peut-être était-ce la lumière particulière après la tempête, ou bien l'air pur comme du verre, ou peut-être une intuition qui serrait son cœur. Elle sortit ses jumelles et les porta à ses yeux. Le lac formait une ellipse blanche, lisse comme un miroir de glace, cerclée de pins sombres. Elle balaya lentement sa surface en ajustant le focus. Puis elle les vit. 3 lettres. Immenses. Déposées en pierre sombre sur la glace, parfaitement lisibles. 10 pieds de haut, peut-être davantage. Un message sans équivoque. SOS. Le souffle de Teyona se bloqua. Elle baissa les jumelles une seconde, le temps que son cœur, soudain affolé, accepte ce qu'elle venait de voir. Puis elle les reprit, cherchant à comprendre. Les pierres étaient espacées avec soin, posées intentionnellement. Rien n'était naturel dans cette construction. Quelqu'un avait créé ce signal. Et récemment, la tempête aurait enseveli toute trace. Plus ancienne. Elle scruta les alentours du lac. Aucun panache de fumée. Aucune tente, aucun abri. Pas la moindre trace de pas menant au message ou s'en éloignant, même si le vent avait pullé. Effacé. Mais qui, dans cet endroit isolé, aurait pu installer un appel à l'aide avec une telle précision? Et pourquoi ici, sur un lac gelé inaccessible, loin de toute route, de tout chemin balisé? Sa radio grésilla à sa ceinture avant de retomber dans un silence mort. Aucun secours possible de ce côté-là. Elle resta un long moment immobile, pesant sa décision. Elle pourrait revenir à la cabine, attendre que la radio retrouve du signal, prévenir Cole. Ce serait la solution raisonnable. Laisser les professionnels gérer. Mais les professionnels étaient à une journée de marche. Peut-être plus avec la neige et la personne derrière ce SOS n'avait peut-être pas une journée devant elle. Elle leva de nouveau les jumelles. Les 3 lettres semblaient la fixer. Noire et désespérée, comme un cri muet lancé vers elle seule. Alors elle sut. Le contrôle du sentier attendrait. Quelqu'un avait besoin d'aide, et elle était la seule à porter. Elle réajusta son sac, vérifia la direction sur sa boussole et entama la descente vers le lac. Le terrain était abrupt, la neige profonde, mais elle avait affronté bien pire. Chaque pas était mesuré, assuré. Les bâtons plantés fermement pour garder l'équilibre. Il lui fallut 40 minutes pour atteindre la lisière de la forêt au-dessus du lac, puis 10 autres pour descendre jusqu'à la berge. De près. Le lac paraissait encore plus isolé, comme un désert blanc posé au creux des montagnes. La glace, épaisse d'au moins 60 cm, formait une surface polie par le vent. Les pierres formant. Le SOS était parfaitement visible, des galets sombres, trop réguliers pour provenir d'ici. Elle s'approcha avec prudence, attentive au moindre son, au moindre signe. Toujours aucune trace de pas. Aucun mouvement. Rien que ce message anormalement précis, comme une mise en scène. Elle s'accroupit près du premier et posa la main sur l'un des galets. Il était gelé, bien sûr, mais un léger halo. De chaleur subsistait là où il touchait la glace. Une chaleur résiduelle. Ce signal avait été construit récemment, peut-être quelques heures auparavant. Elle se releva, parcourut du regard la lisière. De la forêt qui encerclait le lac. Un silence lourd tombait sur les montagnes, un silence qui semblait retenir son souffle. « Bonjour. » lança-t-elle. « J'ai vu votre signal. Je suis là pour vous aider. »
Sa voix résonna contre les pentes rocheuses, avant de s'éteindre dans un écho lointain. Aucune réponse. Seul le vent recommença à glisser entre les branches. Une alerte instinctive s'alluma dans sa poitrine. Quelque chose clochait. Le SOS était trop parfait, trop soigneusement conçu. Et autour de lui, rien. Pas de traces. Pas d'abri. Pas même une empreinte. Cela ressemblait davantage à un piège, une mise en scène pensée pour attirer. Mais par qui? Et dans quel but? Elle sortit son téléphone satellite. Une barre. Juste assez pour appeler de l'aide. Mais que dirait-elle? J'ai trouvé des pierres sur un lac gelé, et personne autour. Non. Elle devait d'abord comprendre. Elle devait savoir ce qui se jouait ici. Teyona commença alors une fouille méthodique du pourtour du lac. Elle élargit progressivement son cercle d'investigation, notant chaque détail avec la précision d'une femme qui, depuis 30 ans, savait lire les signes que la nature offrait ou qui s'était produit. Elle prit en photo le message sous plusieurs angles, profitant de la lumière qui révélait chaque nuance, chaque interstice entre les pierres. Le SOS, placé exactement au centre du lac, semblait conçu pour être vu depuis les airs ou depuis la crête où elle se trouvait plus tôt. C'était intentionnel. Ce n'était pas l'œuvre paniquée d'un randonneur perdu. Bâton. Solide, épaisse, sans fragilité apparente. Aucun risque particulier. Les pierres, quant à elles, étaient des galets de rivière, polis par l'eau, tous semblables. Le ruisseau le plus proche se trouvait à un demi-mille. Quelqu'un les avait transportés jusqu'ici, dans un sac, avec soin. Cela impliquait préparation, intention, calcul. Elle s'avança vers la partie nord du lac. Observant chaque détail, chaque tache, chaque fragment de neige déplacé. Puis, au bout d'une vingtaine de minutes, elle trouva le premier véritable indice. Un lambeau de tissu orange vif était accroché à une branche basse de pin, à une dizaine de mètres du bord de l'eau. Elle le détacha avec précaution et l'examina sous la lumière froide de l'après-midi. C'était un textile technique. N'avait pas passé plus de quelques heures exposé au gel. Rien dans cette découverte n'avait l'air ancien. Quelqu'un était passé ici récemment. Elle glissa soigneusement l'échantillon dans un petit sac en plastique tiré de son kit de premiers soins, puis reprit sa progression. Un peu plus loin, sous le surplomb d'un tronc renversé que le vent n'avait pu atteindre, elle trouva l'empreinte d'une botte. Une seule, mais parfaitement intacte, dessinée dans une poche de neige préservée. Taille 7 ou 8, estima-t-elle, probablement une botte de randonnée moderne, de bonne qualité. Le motif de la semelle lui semblait presque familier. La trace montrait une foulée normale, pas de trébuchement, pas de glissade, pas d'indice d'urgence ou de blessure. Simplement quelqu'un qui. Les contours nets confirmaient qu'elle avait été laissée moins de 24 heures plus tôt, avant que le vent ne tombe et que la nouvelle neige ne la recouvre. Elle la photographia. Recroquevillée, assise ou allongée. Le rocher dominant protégeait du vent et des chutes de neige. À l'intérieur, la trace d'une présence récente était indéniable, neige tassée, empreinte d'un corps. Quelques emballages de barres énergétiques glissaient dans une fissure, et un compas bon marché, brisé, son aiguille figée obstinément vers le nord-ouest. Aucun sang. Aucun signe de lutte. Le lac, les indices trouvés l'un après l'autre, tout évoquait une intention claire. Les pièces semblaient posées comme des miettes de pain laissées pour être suivies. Par qui, et pourquoi? Elle but une longue gorgée d'eau, laissant son esprit examiner une à une les options. Un scénario mis en scène pour attirer l'attention? Impossible, cet endroit était trop isolé, trop dangereux. Trop froid pour servir de terrain à un plaisantin. Une blague élaborée? Encore moins probable. Restait l'idée la plus inquiétante, un chemin balisé pour elle, spécifiquement. Une lourdeur glacée descendit dans sa poitrine alors qu'elle ressortait le tissu orange. Cette couleur n'était pas un hasard. Ce n'était pas le genre de tonalité qu'un randonneur choisissait pour se fondre dans la nature. C'était une couleur que l'on utilisait pour être repéré. Pour être trouvé. Pour être reconnu. Et pour que ce soit elle qui le trouve. L'idée aurait dû sembler paranoïaque, mais Teyona avait passé 30 ans dans ces montagnes. Son instinct était la seule raison pour laquelle elle était encore en vie. Et son instinct,
à cet instant, hurlait. Rien n'était dû au hasard. Tout était personnel. Poussée par une urgence qu'elle ne comprenait pas encore complètement, elle retourna inspecter l'abri. Elle passa lentement ses mains sur la paroi rocheuse, cherchant dans chaque fissure, chaque recoin, jusqu'à ce que ses doigts heurtent quelque chose de métallique coincé entre deux pierres. Elle tira délicatement et sortit une chaîne d'argent ténue, au bout de laquelle pendait un médaillon minuscule. Le souffle lui manqua. Ce médaillon, elle l'aurait reconnu entre mille. Elle en avait offert un identique, non, pas identique, celui-ci même à sa fille, Kayla, pour ses 7 ans. Le temps l'avait terni, mais la forme, les gravures fines, tout correspondait. Ses mains tremblaient si fort qu'elle eut du mal à ouvrir le fermoir. Le médaillon s'ouvrit avec un léger déclic, révélant une petite photographie protégée par le métal, bien que les bords fussent gondolés par l'humidité. Sur l'image, 2 silhouettes, une jeune femme, la trentaine peut-être, et une fillette d'une dizaine d'années. Les traits de la femme étaient partiellement tournés, mais quelque chose dans sa posture, l'inclinaison de sa tête, la ligne fragile de ses épaules lui transperça le cœur. Kayla. Sa fille. La même jeune femme qui avait quitté la maison à 18 ans après la dispute qui avait brisé leur famille. La même enfant qu'elle n'avait pas revue ni entendue depuis 3 décennies. Quant à la fillette, elle observa davantage. Les yeux, la forme du sourire, l'ovale du visage, une ressemblance troublante avec Kayla enfant. Cela ne pouvait être qu'une chose. Sa petite fille. Une enfant dont elle ignorait totalement l'existence. Teyona s'assit lourdement sur un bloc de pierre, le médaillon serré contre sa paume. Le monde tourna lentement. Comme s'il devait se réorganiser en une configuration inattendue. Le message sur le lac n'était pas une demande d'aide anonyme. C'était une adresse. Pour elle. Une convocation. Un appel silencieux. Venant de Kayla. Mais pourquoi? Et où était-elle maintenant? Elle força sa respiration à redevenir régulière. Kayla n'aurait pas laissé des indices aussi évidents sans raison. Elle cherchait à communiquer, à guider, à attirer son attention, mais ne pouvait pas ou refusait de faire face directement. Cela ne signifiait qu'une chose, elle était en danger, ou tentait de protéger sa mère. Contre son cœur, puis fouilla minutieusement les environs à la recherche d'un autre signe. Elle le trouva 10 minutes plus tard, un petit tas de pierres disposées en forme de flèche. Passait sans regarder. Nord-est. Vers Copper Ridge. L'ancien site minier. Un lieu qu'elle évitait délibérément depuis son arrivée dans ces montagnes. Les mines abandonnées étaient traîtresses. Surtout en plein hiver, structures pourries, galeries effondrées, sols instables. Aucun randonneur censé ne s'y aventurait à cette saison. Mais c'était là que Kayla la guidait. Elle consulta sa montre. 2 heures de l'après-midi. Si elle se dépêchait, elle pouvait atteindre Copper Ridge avant la tombée de la nuit, mais n'aurait pas le temps d'explorer et de revenir avant l'obscurité totale. Cela signifiait passer la nuit dehors, dans des températures largement sous zéro, avec des provisions insuffisantes. L'option logique était simple, retourner à la cabane, se réapprovisionner, repartir demain. L'option raisonnable. Sensée. Prudente. Mais quelque part dans ce paysage glacé se trouvait peut-être Kayla blessée, terrifiée, traquée. Sa fille. Ou pire encore. Cette mystérieuse fillette sur la photo, sa petite fille, prise dans une situation qu'elle ne comprenait pas encore. Si Kayla avait vraiment posé ces indices, c'est qu'elle avait besoin d'elle. Désespérément, mais ne pouvait pas demander son aide à découvert. La prudence céda à une force plus ancienne que la peur. Elle resserra les sangles de son sac et se mit en marche, suivant la direction indiquée par les pierres. Derrière elle, le SOS scintillait encore sur la surface de glace du lac, comme un appel lancé à travers 30 ans de silence. Une prière gelée. Une supplique. Adressée à la seule personne capable d'y répondre. Teyona avançait aussi vite que la neige le permettait, son souffle formant de petits nuages glacés, chaque pas la rapprochant d'une vérité qu'elle ignorait depuis trop longtemps. Les montagnes, silencieuses et immenses, semblaient retenir leur souffle. Et elle, portée par une intuition presque douloureuse, suivait un fil que seule une mère. Le poids d'une vie qu'elle avait tenté d'oublier.
À chaque pas, Teyona sentait le passé se frayer un chemin à travers la neige, s'accrocher à ses chevilles, la tirer vers des souvenirs qu'elle aurait voulu laisser enfouis pour toujours. Le terrain devenait plus âpre à mesure qu'elle avançait vers le nord-est, en direction de Copper Ridge. La forêt se resserrait autour d'elle. Les pins s'effaçaient pour laisser place à de hautes futaies de sapins et d'épicéas si denses qu'elles étouffaient la lumière. L'ombre y gardait la neige profonde, fraîche, poudreuse, piégeant chacun de ses pas. Elle ouvrait la trace désormais, s'enfonçant dans des congères qui lui montaient parfois jusqu'aux cuisses. Un travail exténuant, un combat à chaque mouvement. Elle sentait son âge dans la brûlure de ses muscles, dans la lenteur de sa récupération, dans cette fatigue qui vibrait jusque dans ses os. Mais elle ne ralentissait pas. Le chemin, désormais, se révélait sous ses yeux comme un message soigneusement composé, une flèche de pierre, claire et volontaire, puis, une branche brisée à hauteur d'épaule, nette, fraîche, intentionnelle. Un nouveau lambeau d'étoffe orange attaché à un tronc, vibrant dans la pénombre comme un appel urgent. Ensuite, de petites boîtes de pierre disposées à intervalles réguliers, formant une piste volontaire, presque enfantine, un fil d'Ariane pour ceux qui avaient besoin d'être guidés. Quelqu'un voulait qu'elle avance. Quelqu'un s'était assuré qu'elle ne puisse pas se perdre. La lumière de l'après-midi prenait déjà cette teinte dorée, presque liquide, qui précédait le crépuscule. Elle savait que son temps était compté et qu'elle aurait dû s'arrêter, monter un camp. Attendre l'aube. Mais chaque fois que cette pensée tentait de s'imposer, l'image de Kayla surgissait. Kayla quelque part dans ces montagnes. Kayla blessée peut-être, en danger peut-être. Kayla qui l'appelait. Elle tenta de chasser le souvenir de leur dernier échange. Un souvenir qui la transperçait comme un tesson de verre. La dispute avait été violente, irrévocable, de celle qui déchire. Sans possibilité de réparation. Kayla venait d'avoir 18 ans, toute de colère brûlante, d'attentes déçues, de questions trop lourdes pour son âge. Elle accusait sa mère d'abandon, de lâcheté, de fuite. « Tu t'enfuis » avait-elle crié, les mains tremblantes. « Tu fuis tout le monde, tout ce qui compte. » Et Teyona, épuisée après des années à essayer d'expliquer ce qu'elle ne comprenait pas entièrement elle-même, avait répondu les mots qu'elle regrettait depuis 30 ans. Peut-être. Peut-être que j'ai besoin de fuir. Kayla était partie dans la nuit. D'abord chez son père, Marcus. Puis ailleurs, vers une vie que sa mère n'avait jamais pu entrevoir. Après cela, plus rien. Pas un appel. Pas une lettre. Le silence absolu. Teyona s'était raconté que c'était mieux ainsi. Que sa fille serait plus heureuse loin d'elle, loin de ses contradictions, loin de son incapacité à habiter le monde autrement que dans l'isolement. Pourtant, chaque jour, elle avait pensé à elle. Chaque jour, elle avait imaginé son visage, son rire, ses possibles chutes, ses possibles victoires. Les photos dans la cabine étaient couvertes de poussière, mais elle en connaissait chaque nuance. De mémoire. Et maintenant, après 3 décennies de silence, Kayla était ici. Dans ces montagnes. Créant une piste que seule sa mère pouvait interpréter. La forêt s'ouvrit soudain devant elle, révélant une gorge étroite. De l'autre côté, à une 50aine de mètres, se dressait la première structure du vieux camp minier de Copper Ridge, une bâtisse effondrée, dont il ne restait que l'ossature et quelques planches grises accrochées à la charpente usée. Peut-être l'ancien dortoir. Peut-être autre chose. Le vent chantait dans les interstices du bois brisé. Elle observa le ravin. La profondeur n'était que de 4 ou 5 mètres, mais les parois, raides et glacées, nécessitaient prudence et calcul. Un mince sentier, probablement un ancien passage d'animaux ou une vieille piste de maintenance, serpentait en diagonale vers le bas. Traverser signifiait descendre, franchir le ruisseau gelé au fond, puis remonter la paroi opposée. En bonne saison, 15 minutes. Dans ces conditions, au moins le double. La lumière déclinait. 1 heure tout au plus avant que la nuit n'engloutisse tout. Elle entama la descente avec une précaution extrême, testant chaque appui. Le mélange de roches et de terre gelée rendait le terrain traître. À mi-chemin, son pied glissa sur une plaque de glace. Elle bascula et ne dut son salut qu'à son bâton, sur lequel elle s'écrasa de tout son poids, arrachant une grimace. Une douleur fulgurante lui traversa l'épaule. Elle resta immobile quelques instants, haletante, attendant que la douleur reflût.
Rien de grave. Seulement une tension musculaire, mais cela lui rappela brutalement qu'elle était seule. Une mauvaise chute, un os cassé, et ce serait elle qu'on devrait retrouver aussi quelqu'un, quelque part. Un refuge. Et ce même choix pourrait maintenant la condamner. Elle reprit la descente avec encore plus de prudence, atteignit le fond du ravin, puis traversa le ruisseau. La glace craquait sous ses pieds. Elle entendait l'eau murmurer en dessous un son qui lui hérissait la peau. La glace au-dessus d'un courant était toujours trompeuse. La montée s'avéra plus pénible. Son épaule pulsait. Ses jambes menaçaient de lâcher. Mais elle grimpa, centimètre après centimètre, agrippant les racines apparentes, les pierres glacées, jusqu'à surgir enfin de l'autre côté, haletante. De la neige recouvrait des machines rouillées, un chariot cassé reposant sur des rails, un treuil abandonné, des piles de madriers pourrissants. Et de cette installation montait un mince filet de fumée. Son cœur accéléra. Quelqu'un était là. Avec un feu. Elle avança prudemment, contournant la clairière pour avoir un meilleur angle de vue. 3 murs tenaient encore, ainsi qu'une partie du toit. À travers les interstices, elle aperçut la lueur mouvante des flammes. « Bonjour » lança-t-elle, la voix aussi ferme que possible malgré la tension qui la parcourait. « J'ai vu votre signal. Je suis venu aider. » Silence. Rien ne bougea. Le feu crépitait toujours, mais aucune silhouette n'apparut. Teyona se rapprocha encore, tous ses sens en alerte. Une sensation étrange montait en elle, une impression de mise en scène. Tout semblait trop propre, trop organisé, laisse point au point S, les signes, le feu allumait juste ce qu'il fallait. Comme si quelqu'un avait orchestré son arrivée. Elle atteignit enfin la paroi et jeta un œil par une fente entre deux planches. Un petit feu brûlait dans un vieux poêle en métal. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs. Une couverture de couchage était déroulée au sol, un sac posé contre un mur, diverses provisions soigneusement disposées sur une planche soutenue par 2 tréteaux. Mais aucune présence humaine. Kayla, appela-t-elle doucement. C'est moi. Ta mère. Si tu es là, parlons. Je t'en supplie. Toujours rien. Elle trouva ce qui restait de la porte, branlante, tenue par une charnière. Rouillée. Elle poussa et entra, sa main glissant instinctivement vers le couteau à sa ceinture. La chaleur du feu enveloppait l'espace, dissipant l'air mordant de dehors. À la lueur des flammes. Tout apparaissait nettement, le sac de couchage vide mais encore tiède, les provisions, l'ordre méticuleux du lieu. Sur la table improvisée, un paquet enveloppé d'un tissu attendait. Dessous, une feuille de papier déchirée, l'écriture tracée à la hâte mais reconnaissable entre mille. Une écriture qu'elle n'avait pas vue depuis 30 ans. Elle sentit son souffle se bloquer. Maman ? Je suis désolé. J'ai dû partir. Il arrive. S'il te plaît, trouve Sienna. Elle a besoin de toi. La vieille tour de guet, à 3 miles vers l'est. Elle t'attend. Fais attention. Il est dangereux. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. K. Les mains de Teyona tremblaient lorsqu'elle défaisait la ficelle. À l'intérieur du tissu reposait une liasse de lettres, des dizaines, attachées ensemble par une autre ficelle, jaunie, usée, marquée par le temps. Elle les prit entre ses doigts comme on tient une vie entière rassemblée en un seul battement de cœur. Et pour la première fois depuis 30 ans, elle sentit ses défenses vaciller et cette carapace de solitude façonnée au fil des décennies se fissurer sous le poids du nom de sa fille. Kayla. Et maintenant Sienna. Une inconnue. Un nouvel appel à l'aide. Dans un souffle tremblant, Teyona comprit qu'elle n'était pas venue ici pour réparer le passé. Le passé, en vérité, venait de l'appeler à l'aide. Et quelqu'un de dangereux suivait déjà la même piste. Le vent siffla contre les parois brisées du bâtiment, comme pour lui rappeler que la nuit descendait et qu'elle n'avait plus de temps à perdre. Et tandis qu'elle serrait les lettres contre sa poitrine, elle sentit pour la première fois depuis longtemps quelque chose d'autre que la solitude, une direction. Une mission. Une chance, fragile et tremblante, de retrouver ce qu'elle avait perdu. Et peut-être, enfin, de sauver quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. Les mains de Teyona tremblaient lorsqu'elle déplia la première enveloppe. L'écriture au dos, celle de Kayla,
sa fille, était reconnaissable entre toutes, fine, nerveuse, légèrement inclinée, comme si chaque mot avait été écrit en retenant son souffle. Le cachet postal, à peine lisible, trahissait pourtant un détail qui la transperça, la lettre avait été postée il y a 32 ans. Elle la déchira avec précaution, le papier fragile crissant. Comme si lui aussi avait attendu trop longtemps pour être entendu. Maman? Je sais que tu ne veux pas de mes nouvelles. Je sais que tu penses que ta vie est plus simple sans moi. Mais je voulais. Juste que tu saches que je vais bien. Je vis chez papa pour l'instant, mais ce n'est pas facile. Il boit trop. Il est en colère presque tout le temps. J'aimerais que tu m'appelles. J'aimerais que tu m'écrives. Tu me manques. Je t'aime. Kayla. Les jambes de Teyona cédèrent et elle s'assit lourdement sur le sol glacé de l'ancien bâtiment, le souffle tremblant. Elle resta immobile un long moment. Avant de fouiller dans la pile d'enveloppes, toutes adressées à elle, toutes ouvertes et soigneusement conservées, mais jamais reçues. Une série d'appels lancés dans un silence que, jusqu'à ce soir, elle n'avait jamais su briser. Elle en sortit une autre, datée d'il y a 15 ans. Maman? J'ai eu un bébé. Une petite fille. Je l'ai appelée Sienna. Elle est magnifique. Elle a tes yeux, du moins. Ce dont je me souviens. J'aimerais tellement que tu la rencontres. J'aimerais pouvoir lui parler de toi. Mais je ne sais pas où tu es. Je ne sais même pas si tu voudrais entendre parler de nous. Marcus, papa, il va de plus en plus mal. J'ai dû partir. Je suis seul maintenant avec Sienna. J'ai peur, mais on s'en sort. J'aimerais t'entendre me dire que ça va aller. Kayla. La vision de Teyona se brouilla. Elle essuya ses larmes du revers de la main, presque violemment, comme si pleurer était encore un luxe qu'elle n'avait pas le droit de s'accorder. Une par une, elle lut les lettres de Kayla, des dizaines d'années d'espoir, de chagrin, de victoires minuscules, de solitude, de tentatives désespérées pour créer un lien qui n'avait jamais été reçu. La vie de sa fille s'étalait devant elle, crue, fragile, offerte, et elle ne l'avait connue qu'en retard, à travers ses souvenirs que Kayla avait préservés comme un journal d'une conversation jamais commencée. Puis elle tomba sur la plus récente, écrite seulement une semaine auparavant. Maman? Je ne sais pas si tu liras un jour ceci. Je ne sais même pas si tu es encore vivante. Mais je n'ai plus d'option. Marcus nous a retrouvés. Je ne sais pas comment, mais il l'a fait. Il me menace. Il dit que je lui dois quelque chose. Il veut que je signe des papiers à propos des terres de grand-père. Je ne savais même pas qu'il était mort. Je ne savais pas qu'il m'avait laissé quoi que ce soit. Marcus parle d'argent, de droit. Il dit qu'il fera du mal à Sienna si je n'obéis pas. Comte. Je l'emmène dans les montagnes. Tes montagnes. Tu me parlais d'un endroit que tu aimais plus que tout au monde. J'espère pouvoir le retrouver. J'espère pouvoir te retrouver. Aide-nous, maman. Kayla. Teyona serra les lettres contre sa poitrine, respiration coupée, envahie par un poids si vaste qu'elle en eut presque le vertige. 30 années de silence, d'erreurs, de choix faits trop tôt, de regrets accumulés comme des couches de neige compactées. Kayla avait eu besoin d'elle, encore et encore. Elle avait crié dans le vide, cherché une mère qui n'avait jamais su répondre. Et maintenant, elle était en danger. Et quelque part dans ces montagnes, une petite fille attendait, seule, terrifiée. Sienna. Sa petite fille. Un mot qui lui brûla la gorge. Le feu craquait dans le vieux poêle, seule lumière dans l'obscurité totale qui enveloppait Copper Ridge. Teyona se redressa lentement. La décision s'inscrivit en elle avec la netteté d'un lever de soleil. Elle ne pouvait pas changer le passé. Elle ne pourrait jamais rendre les lettres perdues. Mais elle pouvait faire une chose. Elle pouvait réparer ce qu'il restait. Elle pouvait retrouver Sienna. L'ancienne tour de guet. Elle connaissait cet endroit. Abandonné depuis des années, mais solide. Défendable. Un refuge pour une mère désespérée cherchant à mettre son enfant à l'abri. Mais une autre question se forma, sombre, venimeuse. Marcus. Son ex-mari. L'homme qu'elle avait fui 30 ans auparavant. Il était ici. Dans ces montagnes.
Ils traquaient leur fille. Et désormais? Peut-être, la petite. Elle sentit une vieille peur remuer en elle, mais cette fois, elle ne s'attarda pas. La peur n'avait plus de place. Pas maintenant. Elle se dirigea vers le coin le plus reculé du bâtiment, là où elle avait caché son sac d'urgence, celui qu'elle avait emporté en quittant sa cabane. Sous plusieurs couches de tissu huilé reposait un coffret verrouillé. Elle l'ouvrit. Et ses doigts se refermèrent sur un objet qu'elle n'avait pas touché depuis des décennies. Son ancien revolver de service. Un Smith & Wesson .38 spécial, celui qu'elle portait lorsqu'elle travaillait comme secouriste en zone sauvage, bien avant de se retirer dans ces montagnes pour de bon. Elle le sortit avec lenteur. Il pesait lourd dans sa main, porteur d'une vie qu'elle avait voulu laisser derrière elle. Mais le barillet était intact. 6 balles propres, sèches, prêtes. Elle sentit le choc de cette réalité, elle espérait ne jamais l'utiliser à nouveau, mais elle en connaissait chaque mécanisme, chaque geste. Et si Marcus la forçait? Elle rangea l'arme dans la poche intérieure de son manteau. Ce n'était plus une question de survie en milieu hostile. C'était une question de famille, de protection, de survie pour Sienna. Le visage dur, elle raviva le feu, déroula son sac de couchage et s'allongea. Elle ne pouvait pas avancer sans lumière. Pas dans ce froid. Pas dans ces ravins. Mais au premier éclat d'aube, elle partirait. Elle retrouverait sa petite fille. Et si Marcus tentait de l'en empêcher, il découvrirait que la femme qu'il avait jadis brisée n'existait plus. À sa place se trouvait une survivante, forgée par 30 années de solitude et de neige. Elle glissa les lettres dans la poche intérieure de son manteau, à côté du médaillon qu'elle portait depuis toujours, puis ferma les yeux. Le sommeil fut haché, nerveux, hanté par des souvenirs qu'elle avait tenté de noyer dans le silence des montagnes. Le vent gémissait entre les planches du bâtiment, comme les lamentations d'un passé qui refusait de disparaître. Elle s'éveilla soudain, saisie par un froid absolu. L'obscurité était totale. Pendant un instant, elle ne sut plus où elle. Elle fit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée depuis 30 ans. Elle écrivit une lettre. Kayla. J'ai trouvé tes mots. Je vais chercher Sienna. Je la protégerai. Quand tu le pourras. Viens à ma cabane. Tu connais l'endroit. Nous devons parler de Marcus, de tout. Sois prudente. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je suis là maintenant. Maman. Elle posa la lettre sur la table. Improvisée, la lesta d'une pierre, puis enfila son sac. Dehors, l'air glacial la mordit immédiatement. 25, peut-être 30 degrés sous zéro. Un froid capable d'arracher la vie à quiconque. N'y était pas préparée. Elle ajusta son masque, resserra la capuche, et se mit en route vers l'est. La forêt l'accueillit dans un silence absolu. Le sol craquait sous ses pas, la croûte de neige cédant un pas sur 3. La lumière de sa lampe frontale découpait un tunnel pâle entre les troncs. Sienna était là-bas, quelque part. Et Teyona avancerait jusqu'à la fin du monde s'il le fallait. Elle ne serait plus jamais absente. Plus jamais silencieuse. Plus jamais en retard. Cette fois, elle arriverait. Pour Kayla. Pour Sienna. Pour tout ce qu'elle aurait dû être. Et pour tout ce qu'il restait encore à sauver. Le travail était exténuant, mais Teyona avançait avec une détermination farouche, un pas après l'autre, comme si chaque mouvement était une promesse qu'elle refusait de trahir. À chaque respiration, un nuage de cristaux de glace s'élevait devant sa lampe frontale, brillant un instant avant de se dissiper dans l'air glacial. Le froid mordait sa peau. Ses muscles protestaient, mais elle continuait, portée par une force plus ancienne que la fatigue. Et tandis qu'elle montait lentement la pente enneigée, ses pensées se tournèrent vers Marcus. Elle avait 23 ans lorsqu'elle l'avait rencontré jeune, hésitante, avide de quelqu'un qui lui dise qui être, comment vivre, comment aimer. Il avait été plus âgé, sûr de lui, charismatique. Enveloppant. Elle n'avait pas compris, à l'époque, que cette assurance n'était qu'un masque pour un contrôle insidieux, une manière de cerner son espace, son esprit, sa liberté. Leur mariage avait duré 7 ans. Cette année au cours desquelles elle avait senti son monde se rétrécir, son souffle se faire court,
comme si elle se noyait lentement sous une mer invisible. Il contrôlait tout aussi. Amis, ses choix, ses habitudes, jusqu'à la manière dont elle respirait dans certaines pièces. Et le jour où elle avait trouvé la force de partir avait été le jour le plus difficile de sa vie. Renonce jamais à contrôler, posséder, et blesser tout ce qui leur échappe. À l'est, le ciel commença à pâlir, passant du noir profond à un bleu d'encre, puis à un gris perlé. Teyona éteignit sa lampe frontale et poursuivit sa marche. La tour de guet ne devait plus être très loin, peut-être un mile encore. C'est alors qu'elle aperçut les traces. Des empreintes fraîches, vieilles de seulement 3 ou 4 heures, traversaient son chemin en diagonale. De grandes traces de bottes pointure 45 ou 46 se dirigeant vers le nord-est, exactement dans la même direction qu'elle. Le cœur de Teyona se mit à battre plus vite. Tout son corps entra dans un état d'alerte instinctif. Elle s'agenouilla pour inspecter de plus près. L'homme marchait avec lourdeur. Il portait sans doute quelque chose de volumineux. La longueur de la foulée indiquait un individu grand, avançant d'un pas décidé. Les traces suivaient le même itinéraire qu'elle. Le même chemin vers la tour. Le même chemin vers Siena. Elle sentit la peur se mêler à l'urgence. D'un geste, elle se redressa et se mit à courir aussi vite que la neige profonde le permettait. La douleur était balayée par l'adrénaline. Seule comptait l'idée d'arriver avant lui. Le couvert forestier s'ouvrit soudain, révélant la silhouette sombre et élancée de la vieille tour de guet. Une structure de bois haute, d'une quinzaine de mètres, dressée au-dessus des sapins comme un géant endormi. Construite dans les années 1950, abandonnée dans les années 1980, elle oscillait entre résistance et ruine. Les marches extérieures zigzagant jusqu'à la cabine fermée au sommet. Teyona s'avança lentement, chaque sens aux aguets. Les empreintes de bottes menaient droit au pied de la tour, puis montaient les marches. Tout son corps se tendit. Elle leva les yeux, les vitres de la cabine étaient sombres, impénétrables. Siena, appela-t-elle d'une voix basse mais claire. Siena, c'est ta grand-mère. Ta mère m'a envoyé. Aucune réponse. Elle se lança dans l'ascension, chaque marche grinçant sous son poids, le bois fatigué protestant contre cette intrusion tardive. À mi-chemin, elle s'arrêta. Reprit son souffle et appela de nouveau. Siena, je monte. Je suis là pour t'aider. Cette fois, un son répondit, un frémissement, un déplacement hésitant, comme si quelqu'un retenait sa propre respiration. Puis une voix, jeune, tremblante. Qui êtes-vous? Un souffle de soulagement traversa Teyona. Elle était vivante. Elle n'était pas tombée entre les mains de Marcus. Pas encore. Je suis ta grand-mère, dit-elle doucement. Ta mère, Kayla, m'a laissé un message. Elle m'a donné un médaillon pour toi. Silence. Puis. Prouvez-le. Quel est mon nom? Siena. Répondit-elle sans hésiter. Ta mère a parlé de toi dans ses lettres. Elle a dit que tu avais 14 ans. Que tu avais mes yeux, du moins ceux dont elle se souvenait. Et elle a dit que tu étais tout pour elle. De nouveau le silence. Puis un grincement discret. La porte s'entr'ouvrit. Une petite partie d'un visage apparut pâle, trop pâle, encadré de cheveux foncés tressés en arrière. Les yeux, gris-vert, fixaient Teyona avec une intelligence farouche, un mélange de défi et d'espoir. Montrez-moi le médaillon. Teyona termina de grimper et tendit l'objet. Siena le prit d'une main tremblante, l'ouvrit et fixa la photo à l'intérieur. Ses lèvres frémirent. C'est nous, murmura-t-elle. Moi et maman. Ça date d'il y a 4 ans. Je sais, répondit doucement Teyona. Je peux entrer? Il fait très froid, et il faut qu'on parle. Siena hésita, puis s'écarta. Teyona pénétra dans la cabine. La pièce était petite mais ordonnée, avec un sac de couchage dans un coin. Quelques provisions soigneusement empilées, et une chaise coincée sous la poignée de la porte pour empêcher l'entrée. La peur avait façonné ici un abri fragile. Où est maman? Demanda Siena. La voix sèche. Pourquoi elle n'est pas venue? Elle devait détourner son attention, dit Teyona avec précaution. L'homme qui te cherche. Elle hésita. Jusqu'où la vérité pouvait-elle aller? Mais Siena la coupa,
sans détour. Marcus. Mon grand-père, même si je ne l'ai jamais rencontré. Maman a dit qu'il était dangereux. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais venir. Ici, attendre. Quelqu'un viendrait. Elle marqua une pause, les yeux baissés. Je ne savais pas que ce quelqu'un, ce serait vous. Je ne savais même pas que j'avais une autre grand-mère. Ces mots frappèrent Teyona comme un coup porté en plein cœur. 14 ans, et pas une seule fois elle n'avait su que la petite existait. Une autre conséquence de sa fuite. Un autre prix payé par ce qu'elle voulait protéger. Je suis désolée, dit-elle d'une voix brisée. J'aurais dû. Mais elle n'eut pas le temps de finir. Sienna s'avança et l'enlaça brusquement, de toute la force de ses bras maigres. La jeune fille tremblait, mais son étreinte était farouche, presque sauvage. Vous êtes là maintenant, murmura-t-elle. C'est tout ce qui compte. Lorsqu'elles se séparèrent. Une volonté sincère d'apporter beauté et réconfort. Maman m'a appris à en faire, dit-elle en glissant le bracelet autour du poignet de Teyona. Elle disait que quand on a peur, ça aide d'occuper ses mains. J'en ai fait un pour elle, un pour moi, et... Elle hésita, prit une inspiration tremblante. Et un pour vous. Même si je ne savais pas si vous existiez vraiment. Maman disait juste que vous étiez quelque part, là-haut, dans les montagnes. Teyona regarda le bracelet. Les nœuds simples, les petites perles usées. Un lien tissé dans l'absence, dans l'espoir, dans la fidélité d'une enfant à l'amour de sa mère. Quelque chose céda en elle, un murmure intérieur, un soulagement, une reconnaissance. Merci, souffla-t-elle. Je le porterai toujours. Elle n'eut pas le temps d'ajouter autre chose. Un son retentit au dehors. Un pas lourd sur les marches. Puis un autre. Lent. Délibéré. Inévitable. Sienna devint livide. C'est lui. Il m'a retrouvé. Teyona réagit immédiatement. Elle se plaça devant la porte, son corps formant un rempart entre la jeune fille et la silhouette qui montait lentement. Elle sortit le couteau de sa ceinture, regrettant de ne pas avoir emporté le revolver resté dans son chalet. Le bois craqua sous le poids de l'homme. Les marches soupiraient, une à une, sous son ascension. La tempête qu'elle avait fui toute sa vie venait, pas à pas, frapper à sa porte. Et cette fois, elle ferait face. Pour sa fille. Pour Sienna. Pour toutes les années perdues. Pour mettre fin, enfin, à l'emprise de cet homme qui avait déjà détruit trop de vies. Les pas lourds montèrent les marches une à une, résonnant comme des coups de marteau dans le silence glacé de la petite cabine d'observation. Puis ils s'arrêtèrent, juste derrière la porte. Une voix s'éleva, légèrement étouffée par le bois, mais pourtant immédiatement reconnaissable, même après 30 ans. Teyona, je sais que tu es là. Envoie-moi la petite. On peut régler ça comme des adultes. Marcus. Son ex-mari. L'homme qu'elle avait fui à travers des montagnes, des frontières et des décennies entières. L'homme qui, malgré tout, les avait retrouvés. Tu ne l'emmèneras nulle part, Marcus, lança-t-elle d'une voix étrangement calme, alors que la peur et la colère déferlaient en elle comme une tempête. Un léger rire lui répondit, sec, froid, sans joie. Après tant d'années. Je n'étais même plus sûr que tu sois encore en vie. Et honnêtement, je ne savais pas si tu viendrais quand Kayla a commencé à envoyer ses petits signaux. Mais te voilà. Parfait. Qu'est-ce que tu veux, demanda Teyona, même si au fond, elle le savait déjà. Ce que j'ai toujours voulu. Ce qui m'appartient. La terre. L'argent. Et Kayla, qui se montre récalcitrante pour signer les papiers. Mais j'imagine que la gamine sera plus coopérative, surtout si elle comprend ce qui est en jeu pour sa mère. Derrière Teyona, Sienna poussa un tout petit soupir étranglé. Teyona tendit la main et serra doucement la sienne, comme une promesse silencieuse. Où est Kayla, demanda-t-elle, une tension glacée lui traversant la colonne vertébrale. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Pas encore. Tout dépend de ce qui va suivre. Alors voilà l'arrangement, tu m'envoies la fille, je récupère mes signatures, et tout le monde repart entier. Simple.
Non. Un mot. Clair. Définitif. Marcus éclata de rire. Tu crois vraiment que tu as ton mot à dire? Tu t'es enfui il y a 30 ans. Tu as abandonné ta propre fille. Tu n'es pas une héroïne, Théona. Tu ne l'as jamais été. Les mots la frappèrent comme des pierres. Mais sous la douleur, quelque chose d'autre vibrait, une force forgée par 3 décennies de solitude, de survie, de lutte contre les. Poussa la trappe et se hissa dehors. La porte vibra une nouvelle fois, plus fort. Des éclats de bois tombèrent au sol. Théona grimpa à son tour, son épaule meurtrie protestant violemment. Elle émergea sur la plateforme au moment précis où la porte éclata derrière elle. La plateforme était minuscule. À peine 6 pieds de côté, cerclée d'un garde-corps métallique. Sous elle, 50 pieds de vide. Autour, une mer de pain chargée de neige. Le vent mordait leur peau comme des dents de glace. Marcus ne tarda pas. Sa tête surgit bientôt à travers la trappe. Vieilli. Les tempes grises, les traits durcis. Mais les yeux étaient les mêmes. Froid, calculateur, empli de la même rage noire. Nulle part où fuir, constata-t-il en tirant son corps massif sur la plateforme. Il était plus grand qu'elle ne s'en souvenait. Plus large d'épaules. Mouvant comme un homme habitué à intimider, à soumettre, à s'imposer par la force brute. C'est alors qu'elle vit le couteau à sa ceinture. Un grand couteau de chasse, lame fixe, manche de bois où ses initiales étaient gravées. Le même couteau qui l'aiguisait lentement, autrefois, juste avant d'exiger quelque chose. Le même qui brillait dans la lumière quand il voulait la faire taire. Il le dégaina, et la lame scintilla sous le soleil pâle du matin. Théona se plaça devant Sienna, le petit couteau qu'elle portait toujours en main, mais elle savait qu'il ne résistait pas à celui de Marcus. « Reste où tu es, dit-elle. Un sourire déforma le visage de Marcus. Sinon quoi? Tu vas me couper? Allons. Théona. Tu n'en es pas capable. Tu ne l'as jamais été. Toi, tu fuis. C'est ce que tu fais le mieux. Il avait raison autrefois. Mais cette version-là d'elle-même était morte depuis longtemps. Mais j'ai fini de courir. Marcus attaqua. Rapide, trop rapide pour un homme de son âge. La lame fusa vers elle. Mais Théona avait 30 ans de réflexe de montagne dans le corps. Elle pivota de côté, légère comme l'ombre d'un pin dans la neige. Marcus, emporté par son élan, perdit l'équilibre. Son couteau lui échappa des mains et glissa sur les planches avant de disparaître dans une fente. Lui vacilla, bras écartés, cherchant désespérément un appui. C'est alors que Sienna, dans un élan de courage brûlant, saisit sa gourde et la lança. Le projectile frappa Marcus à l'épaule pas fort. Mais assez. Assez pour le faire basculer. Il bascula en arrière, un cri de rage et de surprise lui échappant. Mais il ne tomba pas. Ses mains agrippèrent le garde-corps juste à temps. Suspendu dans le vide, ses jambes battant l'air, il haletait. « Aide-moi » hurla-t-il. « Tire-moi » Théona s'approcha. Le regarda. Un homme qui lui avait volé 30 ans. Qui avait détruit Kayla? Qui avait traqué sa propre fille? Qui avait aujourd'hui menacé une enfant innocente? Une partie d'elle voulut le lâcher. Une partie d'elle voulut la fin, simple, brutale, définitive. Mais les montagnes l'avaient transformée. Elles avaient sculpté en elle une force, mais aussi une moralité solide comme la roche. Elle lui avait appris que la vie, même une vie dangereuse, valait plus que la vengeance. Elle se pencha, saisit son poignet à 2 mains. Sienna se joignit à elle, et ensemble, elles le hissèrent sur la plateforme. Marcus s'effondra, tremblant de colère et Kayla observait la cabane de sa mère à distance, guettant le moment où elle pourrait enfin établir le contact. Mais quelque chose avait mal tourné. Les derniers messages témoignaient d'un basculement brutal dans la panique. Kayla, il a trouvé le camp. Je me dirige vers CR. Ne quitte pas la tour quoi qu'il arrive. Sienna, maman, fais attention, s'il te plaît. Kayla, ne t'en fais pas, mon cœur. Je contrôle la situation. Si je ne reviens pas, va trouver la femme des montagnes. Elle t'aidera.
Sienna, la femme des montagnes. Kayla, ta grand-mère. Ma mère. Elle est plus forte que quiconque. C'est moi. C'est maman. Sienna est avec moi. Nous sommes seuls. Marcus est en détention. Pendant un instant, il n'y eut que le crépitement du feu. Puis une silhouette apparut à l'entrée de la grotte, découpée contre la lumière vacillante. Maman? La voix avait changé. Plus grave, plus fatiguée. Mais pour Teyona, elle était immédiate, reconnaissable d'un seul battement de cœur. C'était sa fille. C'est bien moi, souffla-t-elle, la gorge serrée. On t'a cherché partout. Kayla avança, boitillant lourdement sur la jambe gauche. Même dans la pénombre, Teyona vilait. Bleu, la fatigue, la souffrance entassée dans chaque ligne de son corps. Mais elle vit aussi la volonté farouche qui avait toujours habité sa fille, cette ténacité qui l'avait fait survivre à Marcus pendant toutes ces années. Sienna bondit vers elle et fut immédiatement enveloppée par les bras de sa mère. Les larmes coulèrent librement, mêlant chaleur et désespoir, amour et soulagement. Teyona resta immobile, incertaine d'avoir le droit de s'approcher, d'avoir le droit d'être accueillie dans cet instant sacré. Mais Kayla leva les yeux, et leurs regards se croisèrent de mêmes yeux. Gris vert, même reflet de montagne. Elle tendit la main. Maman, viens. Alors Teyona fit les derniers pas et entoura sa fille et sa petite-fille de ses bras. Et quelque chose en elle. Famille. Dans la grotte, le feu entretenu par Kayla brûlait avec une constance presque rassurante, nourri de branches soigneusement choisies avant la tempête. L'abri n'était pas profond mais indestructible. Ses cheveux sombres, si semblables à ceux de Teyona quand elle était jeune, étaient tressés de manière utilitaire. Ses yeux, autrefois si vifs, étaient désormais plus méfiants. Lentement son pantalon. Un gémissement lui échappa lorsque le tissu frotta la plaie, une entaille profonde, longue de 10 cm environ, mal bandée avec un morceau de tissu arraché. L'infection était évidente, rougeur diffuse, enflure, suintement claire. Teyona inspira profondément. Comment c'est arrivé? Kayla serra les dents. J'ai glissé sur une plaque de glace en fuyant Marcus. Hier matin. Je n'ai pas eu le temps de faire mieux que ça. Tu aurais dû t'arrêter, murmura Teyona. Je ne pouvais pas. Pas tant qu'il était derrière moi. Sa voix se brisa. Sa fille, chaque geste lourd de 30 années de regrets, d'amour retenu, de mots qu'elle n'avait jamais dit. Et pour la première fois depuis des décennies, elle sentit qu'elle ne soignait pas seulement une plaie. Elle réparait un lien. Elle avait passé des semaines à tenter de lui échapper, à gagner quelques minutes, quelques heures, mais toujours au prix de sa propre sécurité. J'ai essayé de rester hors de sa portée, mais ça m'a ralenti, murmura Sienna d'une voix presque inaudible. Il nous a rattrapés à la tour de guet, mais grand-mère l'a arrêté. Kayla leva les yeux vers Teyona avec une expression qui mêlait stupeur et reconnaissance, comme si elle découvrait sous un jour nouveau la force de cette femme qu'elle avait fui, puis cherché. Toute sa vie. Tu as prévenu les autorités. Tu l'as livré, dit Kayla, presque incrédule. Il ne te fera plus de mal, répondit Teyona, sa voix ferme, tranchante comme la glace du lac où tout avait recommencé. Elle appliqua une pommade antibiotique sur la plaie profonde de Kayla, puis enveloppa la jambe d'un bandage propre, ses gestes précis malgré les tremblements qui secouaient ses. Peur que tu sois encore fâché. Peur de, tellement de choses qui n'existaient sûrement que dans ma tête. La peur nous pousse à fuir quand nous devrions rester, dit doucement Teyona. Elle nous impose le silence quand nous devrions parler. Kayla inspira, se redressant un peu. Les lettres, tu les as lues? Toutes. Elles étaient comme un journal pour moi. Une façon de ne pas me sentir seul. J'écrivais comme si tu m'écoutais, même si je n'ai jamais pensé les envoyer. Mais quand Marcus nous a retrouvés, quand j'ai compris qu'il fallait fuir encore une fois, j'ai pensé que peut-être, cette fois, je devrais tenter quelque chose. Alors j'ai fait le SOS sur le lac. J'ai laissé des traces que je savais que tu reconnaîtrais. J'espérais que tu comprendrais. Je l'ai compris, répondit Teyona. Et je suis venu. Kayla ferma les yeux, comme si elle goûtait la réalité de ces mots. Tu es venu. Après 30 ans, tu es venu. Tu es ma fille. Rien n'a jamais changé cela.
Ni les années, ni la distance, ni le silence. Sienna réapparut, les bras chargés de bois, et le moment suspendu entre elles se dissipa. Mais quelque chose en elles avait bougé, un bloc de glace ancien commençant enfin à se fissurer. Cette nuit-là, elles restèrent dans la grotte, se relayant pour nourrir le feu, pour écouter les bruits du vent qui secouait la montagne. Teyona utilisa son téléphone satellite pour informer les secours de leur position. Un hélicoptère arriverait à l'aube. Kayla avait besoin de soins urgents. Elles étaient toutes trop épuisées pour affronter le long chemin du retour. Dans le silence fragile qui précède le jour, Teyona resta éveillée. Adossée à la paroi de pierre, elle observait Kayla et Sienna dormir l'une contre l'autre, leurs visages apaisés, éclairés par la lueur hésitante du feu. Elles formaient un tableau qu'elle n'avait cessé d'imaginer pendant 3 décennies. Sa fille et sa petite-fille, vivantes, réelles, proches. L'image transperça son cœur de douleur et de joie mêlée. Elle avait survécu seule dans la montagne. Mais ce n'était pas vivre. C'était se maintenir en haleine. Une existence de silence et de neige. Kayla et Sienna, elles, avaient vécu. Elles avaient aimé, souffert, combattu, espéré. Et maintenant peut-être, il existait un chemin pour se rejoindre. Pas pour revenir en arrière, mais pour avancer. Ensemble. Avec le lever du soleil, l'hélicoptère fendit l'air glacial, et son grondement résonna dans toute la vallée. On installa Kayla sur une civière. Sienna lui prit la main. Et Teyona monta avec elle, laissant la montagne s'éloigner sous leurs pieds. Les crêtes enneigées s'étendaient à perte de vue. Magnifique et implacable. Quelque part là-bas, sa cabane attendait son retour. Mais pour la première fois depuis 30 ans, Teyona pensa à ce qui se trouvait au-delà de ces montagnes, la famille, la possibilité d'une seconde chance, le lent travail de réparation. 3 mois plus tard, elle se tenait sur le perron de sa cabane. La neige fondait, découvrant la terre sombre et les premières pousses timides du printemps. Le vent portait une odeur de renouveau. Elle les entendit avant de les voir. Des pas, des éclats de voix. Puis elles apparurent sur le sentier. Kayla. Marchant presque sans boiter. Sienna, un sac immense sur le dos, souriant d'un éclat qui réchauffait toute la montagne. Elle venait régulièrement depuis cette nuit dans la grotte. Quelques jours. Une semaine parfois. Elles apprenaient à vivre ensemble. À redevenir une famille. À penser ce qui avait été perdu. Ce n'était pas simple. Mais c'était possible. Grand-mère, cria Sienna en agitant la main. Et pour la première fois depuis très longtemps, Teyona sentit son cœur s'ouvrir entièrement. Un début. Une promesse. Une vie retrouvée. Nous avons apporté des provisions. Et maman a enfin accepté que tu m'apprennes à utiliser l'arc. Théa lui adressa un sourire radieux et agita la main avant de courir vers le porche. Grand-mère. Ce mot résonna comme une. Longtemps. Être à nouveau nécessaire à quelqu'un, être aimé, être attendu, voilà une sensation qu'elle redécouvrait, fragile et précieuse. Kayla arriva jusqu'au porche et prit Teyona dans ses bras. Elle faisait cela maintenant, se serrer l'une contre l'autre sans gêne, sans hésitation, comme si les décennies de silence n'avaient jamais existé. Elles apprenaient encore cette. Déjà la clairière avec l'enthousiasme d'un animal sauvage. Elle inspectait la cible d'entraînement que Teyona avait installée récemment, le nouveau bûcher mieux construit, et le petit carré de terre que la montagneuse avait préparé pour un futur jardin. Elle te ressemble, dit Teyona à Kayla. Intrépide, curieuse, solide. Kayla secoua la tête. Elle est meilleure que je ne l'étais. Elle n'a pas toute la colère que je portais. J'y ai veillé. Elles restèrent sur le porche quelques instants, regardant la fillette mesurer la distance entre elle et la cible, déjà en train d'imaginer sa première leçon d'archerie. Je pensais, reprit Kayla. On pourrait peut-être aller jusqu'au lac gelé. Celui où tu as trouvé le SOS. Je ne l'ai jamais vu de près. La glace a fondu depuis longtemps, répondit Teyona. Mais on peut y aller. Le printemps le rend magnifique. J'aimerais le voir, confia Kayla. Voir l'endroit où tout a commencé. Où on a commencé. À se retrouver. Elles partirent donc toutes les trois, descendant le sentier ensemble,
Sienna courant en tête, vive et infatigable, tandis que Kayla et Teyona suivaient d'un pas plus tranquille. Elle parlait de tout et de rien, comblant les vides laissés par 30 années de silence. Ce n'était pas facile, il n'y avait pas de raccourci pour réparer le passé, mais chaque mot, chaque geste, chaque sourire était une pierre ajoutée à ce pont fragile qu'elles construisaient entre elles. Quand elles atteignirent le lac, il brillait comme un miroir sous le soleil. Clair et vibrant, bordé d'herbes nouvelles et de rochers noircis par la fonte des neiges. L'eau reflétait le ciel comme une promesse. Les pierres du S au point S avaient disparu, emportées par le temps et le dégel. Il ne restait aucune trace de ce cri muet, de cet appel désespéré qui avait changé le destin de 3 femmes. Mais elles n'avaient plus besoin des pierres. Elles avaient mieux. Elles savaient les unes les autres. Sienna ramassa un galet plat, qu'elle lança d'un geste maladroit. La pierre bondit 3 fois avant de sombrer. « Grand-mère, tu peux m'apprendre à mieux faire ?» « Bien sûr. » Teyona chercha un galet parfait et lui montra le mouvement, la souplesse du poignet, l'angle du lancement. Tout est là-dedans. Elles restèrent près du lac pendant près d'une heure. Elles riaient, posaient des questions, se racontaient des souvenirs, lançaient des pierres. Le soleil réchauffait leurs visages. L'air portait le parfum frais du pin et de la terre humide. Et dans ce cadre si simple, si pur, Teyona ressentit quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps, un sentiment de plénitude. Elle n'était plus une survivante isolée dans une montagne lointaine. Elle était une grand-mère, une mère, une femme aimée. Sur le chemin du retour, Sienna marcha au centre, tenant la main de sa mère et celle de sa grand-mère. Elle était presque trop grande pour cela, mais elle n'en avait cure. Et aucune des 2 femmes ne songea à la détacher. « Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» demanda-t-elle. « Ce qu'on veut, » répondit Kayla en riant. « Ici, il n'y a ni horaire, ni règle. Juste nous, la montagne, et tout le temps du monde. » « Je pensais à de la truite fraîche, » proposa Teyona. « Le ruisseau à 1 mile d'ici doit être plein avec la fonte des neiges. Je peux t'apprendre à les attraper si tu veux. »« Oui. » s'exclama Sienna. « Et on pourra les faire cuire sur un feu, comme de vrais montagnards ?»« Bien sûr, » dit Teyona avec un sourire. « Comme de vrais montagnards. » Elles arrivèrent à la cabane au moment où le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes d'or, de rose et d'orange. Teyona s'arrêta un instant sur le porche, contemplant les montagnes qu'il avait abritées pendant 3 décennies. Elles étaient toujours aussi majestueuses, dures, implacables, magnifiques. Mais pour la première fois, elles ne lui renvoyaient plus un écho de solitude. Car elle n'était plus seule. Et avec un peu de chance, elle ne le serait plus jamais. À l'intérieur, elle entendait Kayla et Sienna rire, bavarder. Déplacer des choses, discuter de la meilleure manière d'allumer un feu ou de préparer les poissons. Leur voix remplissait la cabane, la réchauffait plus sûrement que n'importe quel poêle à bois. Les vieilles photos accrochées au mur n'étaient plus poussiéreuses, Sienna les avait nettoyées lors de sa dernière visite. À côté d'elle, de nouvelles images avaient été ajoutées. 3 générations de femmes se tenaient ensemble, souriantes. La plus récente, prise par un randonneur la semaine précédente, occupait la place centrale. On y voyait les montagnes derrière elle. Teyona dans sa chemise de flanelle usée et ses bottes de travail, Kayla entourant sa mère de son bras, et Sienna au milieu, rayonnante, son bracelet tressé bien visible à son poignet. Elles avaient l'air de ce qu'elles étaient, une famille retrouvée après avoir été brisée trop longtemps. Kayla avait demandé des copies, une pour sa maison, une pour la chambre de Sienna, mais l'original resterait ici, dans cette cabane où l'histoire avait recommencé. Preuve silencieuse que certaines choses peuvent se réparer. Que certains abîmes peuvent être franchis. Que certaines blessures, même anciennes, peuvent cesser de saigner. Teyona jeta un dernier regard aux montagnes avant de rentrer et de refermer la porte derrière elle. Le monde sauvage serait toujours là demain. Farouche et éternel. Mais ce soir, elle avait quelque chose de bien plus précieux, sa famille. Après 30 années de solitude, elle venait, sans s'y attendre, de retrouver le chemin de la maison. La véritable maison, celle faite de visages, de rires et de chaleur humaine. On dit que certains fuient vers les montagnes pour échapper à leur passé. Peut-être. Mais parfois lorsqu'on a de la chance, ou du courage, ou les deux, le passé retrouve votre trace, non pour vous détruire,
mais pour vous offrir une seconde chance. Et au lieu de fuir, on choisit de rester. De regarder la douleur en face. De la réparer. De la transformer en quelque chose de tendre, de vivant. C'est ainsi que Teyona découvrit que ce qu'elle croyait avoir perdu pour toujours l'attendait depuis longtemps. Non pas dans les vallées gelées ou les sommets abrupts, mais dans l'acte simple, compliqué, magnifique d'être ensemble. D'être une famille. D'être enfin et pleinement retrouvés. La porte de la cabane se referma dans un doux claquement. Le silence des montagnes reprit sa place. Mais à l'intérieur, le feu crépitait, chaud et lumineux. 3 voix se mêlaient, riaient, imaginaient demain et tous les jours suivants. Parce que c'est ainsi que vivent les familles. Elles continuent. Ensemble. Et dans les Bitterroot Mountains, où l'hiver est long et la solitude profonde, une femme des montagnes venait d'apprendre que la plus grande force ne réside pas dans la survie solitaire, mais dans la beauté fragile de laisser les autres survivre avec vous.